Bonjour tout le monde, bienvenue à cette cinquième web émission de Médici. En fait, vous nous avez fait parvenir plusieurs questions. Je suis avec Carl Simard, qui est président de Médici. Ça va bien, Carl? Oui, très bien. Bonjour Pierre-Olivier, ça va bien? Oui. Donc, trois questions ce mois-ci. On en a reçu plusieurs. On ne peut pas, évidemment, pas toutes y répondre ce mois-ci. Mais continuez à nous les faire parvenir. On les garde dans une banque de données. Puis, le temps venu, ce sera votre question éventuellement dont on vous donnera la réponse. Donc, n'hésitez pas. Carl, la première question, puis c'est moi qui vais te la poser. C'est Eric qui nous demande, en fait, lorsqu'on calcule la valeur intrinsèque d'une compagnie, bien, c'est quoi la marge de sécurité qui va faire qu'on va faire un achat, faire un investissement ou, à l'inverse, peut-être faire une vente? Puis, ben, par exemple, lui, il mentionne l'exemple, si la valeur intrinsèque est de 100 $, est-ce que, par exemple, à 90 $, on va l'acheter pour une différence de 10 %? Malheureusement, le concept de marge de sécurité est un concept qu'on ne peut pas résumer simplement qu'à un chiffre. Puis il n'y a pas un chiffre universel pour toutes les entreprises. Car le calcul de la valeur intrinsèque, comme tu sais, dépend de nombreuses hypothèses. Par rapport, par exemple, au profit futur, le taux de croissance, le positionnement de l'entreprise dans son industrie, l'entreprise est-elle un leader, ses avantages concurrentiels, le taux d'actualisation. Alors, la valeur intrinsèque, comme telle, c'est une approximation. Mais tu sais, même on parle souvent calculer la valeur intrinsèque, mais en fait, on ne calcule pas vraiment une valeur intrinsèque, on estime. Tout à fait, on évalue. On estime, mais c'est un repère économique qui est très important. Il faut quand même en arriver à une valeur. Mais résumer tous les risques en un chiffre, c'est très inexact. Mais cependant, il faut quand même en faire l'exercice parce que ça nous permet d'essayer de quantifier ce qui est à la limite pas quantifiable. Ça nous permet d'identifier les risques. Parce qu'est-ce qui peut affecter les profits dans le futur? Il y a de l'incertitude. Mais il faut, puis cette incertitude-là va varier d'une entreprise à l'autre. Le niveau d'incertitude des profits futurs de cash flow ne sont pas les mêmes que le niveau d'incertitude des profits d'une compagnie comme Bombardier. Il y a les risques technologiques qui vont affecter les profits de Bombardier. Il y a le développement de sa série. Il y a un paquet de risques que Costco n'a pas. Costco a certains risques, mais ses profits sont beaucoup plus visibles. Alors, sa marge de sécurité va être beaucoup moins importante. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que ça va dépendre selon le modèle d'affaires d'entreprise. Ça dépend selon plein de critères, finalement. D'une foule de facteurs. Puis finalement, la meilleure mesure que nous avons contre les risques, oui, il y a la marge de sécurité, mais encore plus important, c'est la maîtrise du modèle d'affaires, les connaissances, l'approfondissement des connaissances que nous avons d'une entreprise. Fait que lui, admettons, Eric, quand il nous dit, bon, ben, vous pensez qu'une entreprise vaut 100 $ par action, elle s'échange à 90 $. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il n'y a pas de règle magique. Puis ça demande beaucoup de jugement, ça demande beaucoup de connaissances sur une entreprise. Il y a des entreprises on peut acheter à sa valeur intrinsèque puis s'attendre à faire le taux d'intérêt, le taux de rendement espéré. Il y en a d'autres qui nous faut une marge de sécurité importante. Puis il y en a d'autres que, d'une façon ou d'une autre, leurs profits sont imprévisibles, puis on ne peut pas calculer la valeur intrinsèque. On ne peut pas estimer la valeur intrinsèque. Donc, il y a des entreprises que, finalement, peu importe le prix, on ne veut pas nécessairement être investi. Tout à fait, parce qu'on n'est pas capable. On en maîtrise, les risques sont trop importants, puis on n'est pas capable de résumer ou encapsuler ces risques-là dans une valeur ou dans un taux d'actualisation, qui est également, parce que tu sais que plus que le taux d'actualisation est élevé, moins que la valeur intrinsèque va être élevée, alors plus que c'est une mesure également de défense, de protection contre les risques. Mais oui, c'est quantitatif l'investissement, mais c'est beaucoup qualitatif. Puis l'approfondissement, la maîtrise du modèle d'affaires de l'entreprise est très importante préalablement à l'investissement. Puis il ne faut surtout pas se cacher en arrière d'une marge de sécurité. Puis dire, on va prendre cette marge de sécurité-là, elle va être bien importante pour pouvoir investir dedans. Ça, à mon avis, c'est une erreur d'investissement. On passe à la prochaine question? Certainement. La prochaine question, nous avons déjà discuté de la vente à découvert pour le titre de Home Capital Group. Puis nous avons une question de Viviane et Richard qui nous demandent de leur expliquer davantage le concept
et la stratégie de vente à découvert. C'est une notion qui est dure à comprendre, ça. C'est pas évident parce que c'est de miser sur la baisse d'un titre, finalement. Alors que ce qui est intuitif, c'est on achète une entreprise puis on espère qu'elle va monter. Alors moi, pour expliquer ça, Carl... De la baisse à long terme, de la baisse à court terme d'un titre? Ah oui, bien c'est sûr, il y a l'horizon aussi qu'il faut considérer. Mais tu vois, moi, pour expliquer c'est quoi la vente à découvert, j'ai un exemple, c'est l'exemple de la tondeuse. Ah oui. Regarde ça, une belle tondeuse. Ah oui. Je me demande où tu vas aller avec ça. Bien, regarde bien. Imagine, là, moi, bon, j'habite à Saint-Bruno, puis mon voisin, c'est Carl Simard, puis mon autre voisin, c'est Aaron. OK? Puis là, Carl, je viens de voir, je dis, Carl, j'ai un grand terrain, ma tondeuse est brisée. Est-ce que tu me prêterais ta tondeuse? Fait que là, toi, tout content, tu me prêtes ta tondeuse. Là, je fais, bon, bien, parfait, maintenant, j'ai une tondeuse. Puis au lieu de l'utiliser pour aller tondre le gazon, je m'en vais la vendre au marché à Aaron, mon autre voisin. Je dis, Aaron, la tondeuse, là, tu vois, elle est belle, là, c'est à moi, puis je vais vendre ça 1000 $. Là, je vois mieux où tu veux en arriver. Alors moi, j'encaisse 1000 $. Ben là, je continue, je garde mon 1000 $. Puis là, 3 semaines plus tard, Carl, tu viens me voir, tu viens dans mon entrée, tu dis, hey, Pierre-Olivier, tu m'ordonnerais-tu ma tondeuse? Là? J'en aurais besoin, mon gazon commence à être long. Ben, je dis, oui, je vais t'amener ça demain. Fait que là, qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois aller acheter une tondeuse parce que j'ai vendu une tondeuse que je ne possédais pas. Donc, je dois aller racheter une nouvelle tondeuse pareille pour te la remettre à toi. Bon, qu'est-ce qui arrive si le prix de la tondeuse diminue pendant ces 3 semaines-là? Bien là, je vais faire un gain. J'ai reçu 1000 $, puis là, j'achète la tondeuse 3 semaines plus tard à 800 $. Je vais faire un gain de 200 $. Donc, l'exemple avec la tondeuse, c'est un peu humoristique, là, mais c'est la même chose avec une action. Donc, vous commencez par emprunter l'action à quelqu'un d'autre, vous la vendez et vous devez la racheter plus tard. Vous espérez évidemment que le prix va être plus bas. Mais d'abord, tu as assumé que je t'ai prêté la tondeuse. Oui. Mais si je te l'ai loué, la tondeuse? Ah, ben là, si je te loue la tondeuse, puis ça, c'est une bonne... en fait, c'est quelque chose de très bien que tu amènes dans la discussion parce que les banques, elles chargent un taux pour emprunter. Donc, si moi, je vais emprunter, par exemple, les actions d'Home Capital Group, bien, la banque va me charger 10 % par année pour emprunter ces actions-là. Donc, oui, qu'on prête de l'argent, qu'on prête des tondeuses ou qu'on prête des certificats d'action, il y a un taux à payer. Donc, imagine si moi, je vends à découvert... Et quel est ce taux découvert... environ sur le prêt d'action des banques qui font pour ceux qui veulent vendre à découvert un titre? Ah, ça va dépendre. Tu veux dire le taux de la personne qui emprunte? Bien, le genre de taux de location, finalement. Oui. Combien qu'il va payer, quelle prime qu'il va payer pour cette location? Ça va varier énormément. Si un titre est très peu liquide ou qui est déjà très vendu à découvert, comme Home Capital Group présentement, bien là, le taux peut être de 10 % par année. À l'inverse, quelque chose de très stable, très liquide, les obligations du Canada, 10 ans, ça, le taux peut être 0,5 %. Mais pourquoi que les gens qui vendent à découvert, qui espèrent une chute finalement, qui misent sur une chute d'un cours boursier d'un titre, pourquoi qu'ils vont en faire par la suite là, une promotion négative? Ça veut dire qu'ils vont essayer d'organiser une campagne là, qui est excessivement négative par rapport au titre? Bonne question. C'est la banque qui détermine quand elle se fait rembourser le certificat d'action. C'est comme dans notre exemple. C'est sur demande. Bien, comme dans notre exemple, Carl, il venait voir Pierre-Olivier puis il dit, ben là, est-ce que tu m'ordonnerais ma tondeuse? Le lendemain. Bien là, s'il me le demande le lendemain, il faut tout de suite que j'aille acheter une tondeuse. Bon, bien, c'est la même chose pour les actions. Votre banque, votre courtier peut du jour au lendemain vous dire, hey, là, les actions d'Home Capital Group, tu dois me les ramener immédiatement. Donc, Il est assez pressé, hein? Il est assez... Ça peut arriver. Ouais. Donc, pour répondre à la question, c'est un peu, disons, hasardeux. Si tu vends à découvert un titre, tu ne sais pas le moment où tu vas devoir racheter l'action. Ça peut venir de ton banquier. Et donc, ces gens-là ont un intérêt à faire baisser le titre rapidement. À court terme. Oui, à sortir dans les nouvelles, dire, bien, cette entreprise-là, elle va baisser, elle n'est pas bonne pour telle raison, parce que le temps joue contre eux. C'est ça. Ah, bien, merci beaucoup. Ça répond à la question? Oui, c'est très, très, très bien. On passe à la troisième? Oui, à la troisième.
Ben, c'est une question sur... C'est toi qui me la poses. Oui, Vas-y. je vais te la poser, effectivement. C'est une question de quelqu'un qui a un CELI, qui a contribué à la hauteur, si je me souviens bien. C'est Régent qui pose la question. Oui. Alors, finalement, il a accumulé dans son CELI 52 000 Oui. dont 30 000 de rendement et 22 000 de mise de fonds initiale. Ou attends un peu, non. C'est l'inverse. Il a mis 52 000 OK, il y a 30 Puis 000 il y a 30 de 000 plus, de effectivement. plus-value. Alors, il a OK. accumulé 82 000 dans son CELI. Il veut le retirer au complet OK. pour faire un achat quelconque. Puis là, il se demande s'il peut le faire finalement et si par la suite, il veut remettre l'argent. Est-ce qu'il a le droit de remettre 82 000 ou il doit remettre simplement que 52 000 dans son CELI? Ouais, la réponse, c'est 82 000. OK. Les gens peuvent croire qu'effectivement, s'ils retirent 82 000, ils peuvent juste remettre l'espace de contribution qu'ils avaient gagné. C'est pas vrai. Donc, c'est très intéressant de faire beaucoup de rendement dans un CELI. Le bémol, c'est que cet argent-là, si Régent retire 82 000 le 2 novembre, il doit attendre au 1er janvier de l'année suivante pour remettre le 82 000. Il y a simplement qu'un petit délai finalement. Oui, c'est ça. Ben, en fait, le délai étant la fin de l'année financière. Ah, OK. Donc, si vous faites un retrait, par exemple, en novembre, décembre, décembre. en fin d'année, c'est avantageux, vous pouvez le remettre rapidement. Mais si vous le faites en janvier, ben, c'est un peu une mauvaise planification de le faire parce que là, vous allez devoir attendre pendant 12 mois avant de pouvoir le remettre. Alors, un CELI, c'est totalement différent d'un REER. Oui, ben oui. Puis je pense que je vois où tu veux en venir là-dessus. Parce que une autre question que les gens nous posent souvent, c'est quel titre vous décidez de mettre dans le CELI? Pourquoi vous mettez telle entreprise dans le CELI? Toi, Carl, Exactement. comment tu procèdes pour déterminer ça? Bien, c'est sûr qu'on va mettre les titres sur lesquels on espère des gros rendements. OK? Alors, généralement, si un client a des revenus fixes, on ne mettra pas des revenus fixes dans un CELI parce que tout le rendement est à l'abri de l'impôt. Il y a une flexibilité énorme pour les retraits, comme on a vu en répondant à la question de Régent. Alors, c'est un formidable véhicule pour économiser puis faire fructifier son pécule à l'abri de l'impôt. Mais souvent, les gens vont dire le taux d'impôt à payer sur les obligations, il est plus élevé que sur les actions. Donc, c'est bien mieux de mettre les obligations dans le CELI. Oui, ça, j'appelle ça, moi, c'est jouer excessivement défensif. Mais tu vas économiser de l'impôt, tu es bien mieux d'économiser le maximum d'impôt en ayant l'espérance de rendement le plus élevé possible. En notant encore là que tu as une perspective d'investissement à long terme. Il n'y a pas de bon ou mauvais investissement quand tu investis dans une perspective d'investissement de mois. Il faut que tu investisses dans une perspective d'investissement d'années. Et dans ce cas-là, tes économies d'impôt vont être énormes sur des actions qui ont une espérance de rendement beaucoup plus élevée que sur les obligations, les titres à revenus fixes. C'est vraiment l'écart entre l'espérance de rendement des actions et des revenus fixes qui fait que c'est avantageux. Exactement. Et en particulier, ces années-ci où les taux de rendement sur les obligations, les revenus fixes, étant donné que les taux d'intérêt sont au plancher, veut dire la différence, le delta de rendement espéré sur les actions est beaucoup plus élevé que celui sur les revenus fixes. Parfait, Carl. Merci. De rien. Au revoir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions à nous soumettre, n'hésitez pas. info@gpsmedici.ca. Puis, on se revoit le mois prochain. Merci, Carl. Merci.